professeur honoraire au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire de la civilisation moderne et ancien administrateur général de la Bibliothèque nationale, ancien membre du comité de la rédaction de la revue Les Annales, Emmanuel Leroy-Ladurie est un des fondateurs de la Nouvelle Histoire. Car, comme tous les grands historiens, Emmanuel Leroy-Ladurie est un théoricien de sa discipline. Il a publié plus de 35 livres sur des sujets ouverts, sur les paysans, sur l'Inquisition, mais aussi sur la cour vue par Saint-Simon. Il a introduit dans ses travaux des matériaux trop souvent délaissés par les historiens, comme les relations de parenté, les récits légendaires, ou encore les rituels et, bien entendu, le corps. Mais il est surtout connu pour son histoire du climat. Dans cette émission d'avril 1984, Emmanuel Leroy-Ladurie parlait sur France Culture de son travail et de sa conception du métier d'historien. Recherche et pensée contemporaine. Science, philosophie, psychologie des profondeurs, sciences religieuses. La nouvelle histoire des mentalités. En direct de Montaillou, village occitan du XIVe siècle. Une émission de Guita Pessis-Pasternak avec le professeur Emmanuel Leroy-Ladurie, historien au Collège de France. Si chaque époque fabrique sa propre représentation du passé, sa Rome, sa Renaissance ou sa Révolution, l'histoire s'écrirait-elle donc toujours au présent? Cette interrogation fondamentale est au cœur des vifs débats sur la quintessence de l'histoire. Serait-elle objective ou subjective? Miroir du passé ou de l'imaginaire? Les multiples analyses concernant cette problématique ont aussi contribué au développement des diverses branches du champ historique. La nouvelle histoire juxtapose à l'histoire des règnes, des successions et des batailles la longue durée, des processus économiques et des transformations socio-technologiques. Et l'histoire des mentalités s'inspire de l'ethnologie, visant à atteindre les niveaux les plus stables de société, à joindre la durée au quotidien, les structurales au conjoncturel. Pour Emmanuel Leroy-Ladurie, historien au Collège de France, faire l'histoire du passé, c'est apprendre le présent. D'autant plus que grâce à l'étonnant renouvellement des sciences humaines, une nouvelle appréhension de l'homme est possible. Sur le plan méthodologique, l'historien, à l'instar du philosophe ou du poète, doit aussi atteindre l'imaginaire et l'irrationnel des hommes qu'il étudie. Il fait donc un réel travail de création. Et comme l'a si justement souligné Georges Duby, la trace d'un rêve est aussi réelle que celle d'un pas. Presque tous les villages de l'Occident médiéval ont disparu dans le silence des siècles. Or, Montaillou, communauté rurale accrochée aux pentes des Pyrénées ariégeoises, y échappe justement grâce à l'exceptionnel registre d'inquisition constitué par l'évêque Jacques Fournier pour mieux poursuivre les derniers cathares. Cette enquête policière est un parfait miroir des pratiques quotidiennes et croyances du peuple, microcosme dense dont Emmanuel Leroy-Ladurie tente de saisir les structures mentales et matérielles révélatrices de tout un mode d'existence dont nous avons partiellement perdu la clé. Rigoureux médiéviste, il s'est depuis toujours intéressé au monde paysan. Mais il avait choisi les grands ensembles, une région, le Languedoc, les longues durées, plusieurs siècles, et il utilisait les données statistiques, voire l'ordinateur. Or ici, il s'est fait pointilliste, portraitiste. Il se comporte en ethnographe qui observe méticuleusement toutes les facettes de la vie villageoise. Grâce à son regard attentif, il a su reconstituer
à partir de cette archéologie rurale, la réalité complexe et imbriquée de l'archipel de Domus, dégageant ainsi un passionnant tremblement de vie. L'histoire, dans sa prodigieuse avancée, renouvelant ses méthodes et ses objets de recherche, s'apercevant que toute histoire ne risque-t-elle pas d'englober les autres sciences humaines dans cette quête de l'histoire totale? Oui, bien sûr, mais il n'y a pas là un très grand inconvénient, puisque l'histoire, telle qu'elle vit et telle qu'elle est actuellement, utilise largement les autres sciences humaines. Ça a commencé par l'économie, avec les idées de Simeon, la géographie, du temps de Fernand Braudel, un temps qui n'est pas terminé du reste, et la démographie, l'anthropologie, l'ethnographie, la linguistique dans une certaine mesure. Donc il n'y a, je crois, aucun inconvénient à cette vocation cannibale ou anthropophage de l'histoire, et souvent ce qu'il y a de meilleur dans les ouvrages historiques actuels, c'est précisément les cas où ils se sont efforcés d'assimiler d'autres leçons. Que diriez-vous alors du précepte de Lébon? Les rationnels créent la science, mais les irrationnels conduisent l'histoire. Alors, c'est une vieille idée, je crois, parce que je ne suis pas philosophe, qui vient d'Aristote et de Shakespeare. Enfin, les anciens, me semble-t-il, d'après mon ami et collègue Paul Veyne, distinguaient entre le sublunaire, c'est-à-dire le monde humain qui était la proie de l'irrationnel, de l'empirique, et le monde cosmique, les étoiles et les planètes, qui était la proie de lois harmonieuses. Et puis Shakespeare parlait de « A tale full of sound and fury », une histoire remplie de sons, de bruit et de fureur. Alors bien entendu, l'histoire est irrationnelle, elle est folle. Quelle rationalité, par exemple, peut-on trouver à l'histoire de l'Allemagne, ce grand peuple, depuis 1913, qui a perdu à peu près le tiers de son territoire, qui s'étendait de Strasbourg aux Pays-Baltes et qui aujourd'hui est réduit à 2 États, ou 3 ou 4, nettement plus petits. Quelle est cette fureur qui les a pris dans la Première Guerre mondiale, puis dans la Seconde? Donc il y a bien l'irrationnel. Mais le propre de l'historien, c'est quand même de chercher à trouver, sinon des justifications, du moins des causes. Et c'est en cela que nous passons de l'irrationnel à une vision, espérons-le, plus claire. Il y a aussi encore un mythe qui est peut-être pas tout à fait exact, c'est-à-dire comment peut-on concevoir une histoire universelle si, selon Merleau-Ponty, chaque culture spécifie ce qu'on doit s'attendre à voir? Eh bien, je reste quand même universaliste en ce sens que il est vrai que chaque culture a sa propre façon de raconter ses origines. Les Africains ont leur généalogie, parfois fabuleuse. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un peuple de prêtres centré autour d'un Dieu jaloux et qui manifestement a laissé tout à fait indifférents les grandes civilisations voisines, celles de l'Égypte ou de la Mésopotamie. Néanmoins, il me semble que depuis les Grecs, depuis Thucydide, depuis Hérodote et Thucydide, il y a une espèce de vocation universelle de l'histoire. Et je crois que dès que les historiens sont scientifiques, ils écrivent quand même une sorte d'histoire qui se ressemble. Je suis persuadé que les historiens japonais, peut-être pas les Chinois parce qu'ils sont sous l'emprise de l'idéologie communiste, enfin c'est pas de leur faute, ils sont bien obligés, mais disons les Japonais écrivent, ou peut-être les Coréens du Sud écrivent une histoire, peut-être parfois médiocrement, peut-être parfois excellemment, qui est proche de celle que nous écrivons en France, qui est basée sur des faits, des dates, des tendances, des chiffres, et quand même une certaine distance de l'historien vis-à-vis de son objet. Cela dit, il est quand même vrai que l'histoire garde une fonction nationale, une fonction pédagogique. On le voit bien dans les discussions actuelles en France sur l'histoire, et il y a une espèce de compromis à trouver.
Mais j'ai pensé même, en allant plus profondément, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de Weltanschauung pour chaque culture et pour chaque langue. Et c'est dans ça que Merleau-Ponty voulait peut-être dire qu'il n'y a pas moyen d'avoir une histoire universelle, puisque chacun est cantonné dans une certaine optique de vision du monde. Je crois que Bossuet, au fond, est le dernier grand historien conforme à ce que disait Merleau-Ponty, c'est-à-dire c'est une histoire menée par la Providence, par une Providence catholique. Mais enfin, depuis Bossuet, on a un peu renoncé à ce schéma. En URSS, on essaie de faire une histoire de ce genre actuellement, c'est vrai. Par exemple, là où la plupart des gens vous disent les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan, les Soviétiques nous disent le peuple afghan se soulève contre les envahisseurs américains. Voilà. Donc ça, c'est une histoire orientée, spécifiant quelque chose en fonction d'une culture, à vrai dire, discutable. Peut-être faut-il admettre que notre histoire universelle actuelle, telle qu'elle est pratiquée par les historiens de tous les pays qui sont libres, est elle aussi une forme culturelle. Mais c'est une forme culturelle qui est reconnue par les chercheurs dans tous les pays du monde où on a une certaine liberté de recherche. Et alors, je vais ajouter du reste que, par exemple, en Union soviétique, c'est vrai qu'on n'est pas libre de faire l'histoire du XXe siècle. Encore que, il y a en Union soviétique de bons chercheurs, par exemple sur les mencheviks, qui de temps en temps peuvent écrire un article intéressant, quand on leur permet. Et puis, dès qu'on arrive au Moyen-Âge, par exemple, les historiens soviétiques, qui est tout de même un peu moins l'objet de contestation idéologique, sauf en ce qui concerne les origines normandes du peuple russe, théorie absolument interdite en Union soviétique, pour laquelle Amalric s'est fait expulser. À part cela, on a des historiens souvent tout à fait objectifs. À plus forte raison dans les pays où l'historien est libre de sa pensée. Il y a certainement des colorations nationales de l'histoire, mais il y a un consensus entre historiens. On le voit bien dans les congrès internationaux, etc. Alors si, selon Lucien Febvre, chaque époque fabrique sa propre représentation du passé, sa Rome, sa Renaissance et sa Révolution, l'histoire s'écrit-elle donc toujours au présent ? Oui, bien sûr. C'est Raymond Aron qui, dans une thèse, dans sa phase allemande, avait insisté sur cette idée que l'histoire était très subjective, était orientée en fonction des préoccupations du présent. C'est vrai que l'intérêt porté au féminisme fait qu'on fera maintenant une histoire des femmes, par exemple. Mais d'abord, il faut le dire, la pensée de Raymond Aron, si stimulante qu'elle ait été dans les années 30, n'est pas du tout ce qui a vraiment influencé l'historiographie. Ce qui a influencé l'historiographie en France, c'est l'école des Annales, qui n'était pas tellement idéologique, qui cherchait avant tout à une certaine vision, oui, de l'économie, de la société. Que l'histoire s'écrive au présent, oui, c'est certain. Mais très vite, je crois, on arrive à une sorte de consensus universel entre historiens sur ce qui est important à un moment donné. Actuellement, par exemple, on fera l'histoire de la mort, on fera l'histoire de la fête ou du péché. L'essentiel, c'est que les critères retenus pour élaborer cette histoire soient scientifiques, soient basés sur une honnêteté vis-à-vis des faits. Autre façon de dire ça, l'histoire de la Révolution française, par exemple, c'est vrai que les motivations idéologiques sont grandes. Toute une école historique française est de tendance communiste. Une autre école sera différente. Mais l'essentiel, c'est quand même que les gens aillent aux documents, s'en fassent l'écho fidèlement et ne laissent pas leurs préjugés ou leurs présuppositions prendre le pas sur l'honnêteté vis-à-vis des documents. Mais justement, à propos de la Révolution française, il y a le livre de François Furet dans lequel il analyse justement toutes les versions précédentes des historiens, soit marxistes, soit ex-marxistes. Tout de même, chaque personne a une vision du monde qui n'est pas forcément objective. Oui, et effectivement, l'histoire qu'a écrite Albert Soboul sur la Révolution française, c'était à la fois une histoire bien documentée. Albert Soboul connaissait
de façon détaillée l'histoire des sans-culottes, ces révolutionnaires issus de classes moyennes ou même des classes dites inférieures à l'époque. Et il a beaucoup apporté sur ce plan. Néanmoins, c'était quelque peu une histoire commémorative, une histoire faite en fonction d'un certain schéma de la Révolution présenté comme le triomphe, comme l'abaissement du féodalisme et son remplacement par un régime que dominait la bourgeoisie et bientôt le capitalisme. Alors ici, on était en présence d'un schéma idéologique. Et je crois que l'œuvre d'historiens comme Furet en France, comme Alfred Cockburn en Angleterre, c'est d'essayer, n'est-ce pas, d'écarter cette idéologie un peu parasitaire pour voir derrière ça l'eau fraîche, l'eau fraîche des documents et des sources, d'écarter les branches parasitaires. Et qu'est-ce que Furet a vu en suivant Augustin Cochin? Eh bien, l'importance des sociétés de pensée, l'importance de la guerre extérieure comme justification de la terreur à l'intérieur. Qu'est-ce qu'Alfred Cockburn a vu, cet historien anglais? L'importance de la question de la terre, qui est beaucoup plus importante finalement dans l'histoire de la Révolution que celle du capitalisme. D'ailleurs, même professeur Le Goff, qui fait partie des écoles des Annales, avait dit que les passés continuent à vivre justement parce que les historiens lui trouvent toujours un nouveau sens. Au fond, c'est très positif puisqu'il y a une évolution de la pratique historique. Il ne faut pas, n'est-ce pas, nier une certaine objectivité de l'histoire, et la situation des historiens de l'Antiquité est assez différente de celle des historiens du Moyen-Âge ou de l'époque plus récente. L'historien de l'Antiquité, de ce point de vue, ce n'est pas le cas de Le Goff, n'est-ce pas, est comme un peu la ménagère avec son panier à salade. Alors, il a un certain corpus de textes complètement limité. On trouve parfois un ou deux papyrus dans le désert égyptien, mais c'est tout. Puis évidemment, il y a les fouilles archéologiques. Et alors, il secoue ces textes. Il secoue, alors les textes se remettent dans un autre sens, et puis on en tire des synthèses souvent intéressantes et importantes, mais ce sont toujours les mêmes textes. Au contraire, l'historien d'archives, l'historien du Moyen-Âge, et plus forte raison du XVIIe siècle, de l'époque actuelle, est toujours placé devant de nouveaux documents d'archives qui lui permettent une vision absolument rafraîchissante du passé. Sa situation est beaucoup plus privilégiée donc, que celle de l'historien de l'Antiquité qui toujours a secoué sa salade, n'est-ce pas? Mais on pourrait dire aussi que sa situation est plus dangereuse parce qu'un nouveau document peut contredire sa théorie, tandis que l'historien du Moyen-Âge, il n'y risque plus grand-chose puisque tout est, disons, à portée de main. Eh bien, c'est la fameuse histoire de l'abbé Vertot, n'est-ce pas, qui écrivait l'histoire d'un siège d'une je ne sais quelle ville. Et au XVIIIe siècle, alors on lui amène de nouveaux documents sur le siège, et il dit la phrase fameuse « Mon siège est fait ». Bien sûr, d'une certaine façon, ça se comprend, on ne peut pas toujours tout remettre sur le chantier. Mais enfin, il faut être accueillant à la nouvelle documentation. Au fond, la grande démarcation, c'est le XIIIe siècle. C'est-à-dire, à partir du moment où nous arrive de Chine, cette nouvelle invention qui est le papier. Et à partir du moment où il y a du papier, non plus seulement du parchemin qui coûtait très cher, la documentation se multiplie immensément. Et pour le moment, du moins, on peut dire qu'il y a beaucoup plus de documents qu'il n'y a d'historiens. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des historiens, des bons et des mauvais. Mais aux archives nationales, aux archives départementales en France, la masse effarante des documents est très grande. Alors, il ne faut pas que les gens soient noyés, il faut qu'ils gardent des idées, bien sûr, mais enfin, il y a de l'espoir de ce côté-là. L'historien critique principalement les images des autoreprésentations produites par l'époque observée, souvent selon les traces officielles laissées par les strates dominantes. Mais l'optique des progrès de notre époque observante ne serait-elle pas aussi déformante? Vous semblez penser que les images sont laissées par les classes dominantes. En cela, vous vous inspirez d'une certaine vision, même si vous n'êtes pas marxiste, certaine vision marxienne de l'histoire selon laquelle chaque époque a ses classes dominantes qui façonnent l'idéologie. Bon, en un sens, il y a certainement du vrai, mais ayons aussi une vision plus naïve. Disons-nous que souvent, les
les gens qui sont les auteurs des documents de l'époque pouvaient avoir une vision plus fraîche, plus naïve, plus vraie de la réalité que nous, quand nous regardons notre société. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un bureaucrate, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est la classe dominante ou pas, je m'en fiche. Mais c'est un monsieur qui a un téléphone, voilà, qui est relié au monde par un téléphone. Qu'est-ce que c'est qu'un bureaucrate au XVIIe siècle? C'est un monsieur qui a un cheval et qui descend dans une auberge, et ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a un contact beaucoup plus vivant avec les gens, qui n'a pas seulement son chauffeur, sa voiture et son téléphone, mais qui voit de très près les choses. D'où l'impression souvent de fraîcheur, de réalité des documents d'autrefois, de ce qui émane d'un curé, d'un notaire, alors que ce qui émane aujourd'hui d'un haut fonctionnaire peut quelquefois être décevant. Donc ne disons pas nécessairement les classes dominantes. Et puis, vous savez, je regardais récemment la série G7 des Archives nationales, les papiers Colbert. Voilà tout de même un monsieur, n'est-ce pas, Colbert, qui, tous les mois, avait un rapport de chaque intendant de province, sur à peu près beaucoup de choses qui se passaient de la province, résumé par son propre secrétaire, Colbert. Et lui, il lisait tout ça. Croyez bien qu'un type comme Colbert était aussi bien informé que M. Defer sur ce qui se passait réellement dans le royaume de France. Alors, vous parlez aussi de l'optique de progrès de notre époque. Bon, d'accord, mais enfin, de toute façon, le progrès, on y croit, et on n'y croit plus tellement aujourd'hui. Je ne nie pas le progrès, bien sûr. Je reconnais qu'il est certainement plus agréable, par certains égards, de vivre aujourd'hui que de vivre dans une époque où on était soumis aux épidémies, parfois à la famine en ce qui concerne les gens défavorisés. Mais enfin, nous savons bien que notre XXe siècle n'a pas donné que des exemples de progrès. Nous avons eu des génocides, des holocaustes, des guerres, nous sommes même menacés éventuellement par une guerre d'anéantissement. Donc, le progrès existe, mais c'est un progrès, comme disait le regretté Fabrelus, c'est un progrès en montagne russe. Ah oui, mais moi j'ai remetté en cause justement à l'optique du progrès qui notre époque projette sur les passés. Alors je crois au contraire que la tentation de l'historien serait peut-être même d'embellir le passé. Et au contraire, il faut y résister. Car le passé n'est pas réjouissant toujours, bien loin de là. Surtout quand on regarde la démographie, tous ces gens qui crèvent les uns après les autres, n'est-ce pas? Ces familles, pour faire 2 enfants, qui survivent, il faut en avoir 4 ou 5, dont 2 ou 3 meurent. Bon, vous me direz qu'on se fait à tout, mais enfin, c'était quand même pas la fête tout le temps. Pourtant, il y a cette tendance de l'engouement actuel pour l'histoire, comme si les passés étaient paradisiaques. En gros, n'est-ce pas, on peut dire que c'était plus dur. Je parlais de la faim, je parlais des épidémies, même la vie des femmes. Les femmes se plaignent aujourd'hui, mais enfin tout de même, comparons, n'est-ce pas qu'est-ce que c'est qu'une femme mariée et tout de même, la promotion féminine, c'était le mariage. C'est quelqu'un qui a, Dieu sait que nous aimons tous les enfants, mais enfin qui a une naissance tous les 2 ans, avec possibilité de mort de ses nombreux enfants. Qu'est-ce que c'est que même qu'une femme mariée des classes supérieures? C'est quelqu'un qui met ses enfants en nourrice, qui, comme l'a rappelé Mme Badinter après d'autres historiens, a donc un enfant tous les ans. Alors, non, n'idéalisons pas le passé. Mais reconnaissons qu'il y avait tout de même certains éléments intéressants. Les lacs étaient purs. Les paysages étaient souvent respectés. La menace de la peste existait, enfin de moins en moins, mais la menace de la guerre atomique n'existait pas. Les guerres elles-mêmes, après, en France, parce qu'ailleurs c'est peu différent, après 1713, étaient beaucoup moins présentes. Les Juifs étaient discriminés, mais pas menacés d'extermination. Je voulais savoir, à défaut du vestige, l'historien ne risque-t-il pas de projeter des théories marxistes ou freudiennes, par exemple, sur une société tout autre? Comment éviter l'anachronisme d'interprétation? Écoutez, le meilleur moyen pour ça, c'est de n'être ni marxiste ni freudien. Ce qui est mon cas. Alors, commençons par le marxisme. Bon, tout le monde a été un petit peu marxiste. Moi, je l'ai parfois été un peu trop dans mon enfance. Mais c'était pas vraiment le marxisme, une sorte de stalinisme rebouilli. Bon. Cela dit, Marx, c'est un monsieur pas bête du tout, n'est-ce pas, qui a eu quelques idées, qu'il a en général pris à d'autres, du reste, notamment ses idées sur la lutte des classes, qui lui viennent de Guizot et de Thierry, ce qu'il reconnaissait, du reste, avec beaucoup d'honnêteté.
Et puis il a ajouté là-dessus une espèce d'eschatologie un peu folle, comme quoi dans 50 ans tout allait être merveilleux, les classes allaient se supprimer. Bon, ça ce sont des sottises, bien sûr. Mais enfin, bon, un garçon certainement intelligent. Mais il y en a eu d'autres, il y a eu Durkheim, il y a eu Weber. Alors, gardons de Marx, c'est ça, je veux dire, nous le gardons tous, n'est-ce pas, l'idée que désormais on peut approcher l'histoire autrement que par l'alcôve d'un prince. Bien, alors, nous gardons du marxisme l'idée d'une approche par les masses, par les classes sociales au lieu des individus. Et puis pour le reste, nous laissons tomber, n'est-ce pas, cette eschatologie démodée et en plus déshonorée, il faut bien le dire, par tout ce qui se passe depuis, je dirais pas 1917, mais 1930, dans les pays que vous savez. Alors, Freud, écoutez, moi je m'étais intéressé à Freud il y a une vingtaine d'années, et puis brusquement est arrivé un certain monsieur Lacan. Monsieur Lacan. Et alors, par exemple, on dit universitaire. Vous connaissez, je ne sais pas, cet adjectif universitaire. Alors, ça devient chez Lacan uni, nous sommes unis, vers citaire, l'île de l'amour. Ben non, écoutez, soyons sérieux, tout ça, c'est de la rigolade pure et simple. Lacan était sans doute un homme intéressant, important, mais jamais un historien n'acceptera de bâtir une théorie sur des calembours. C'est des choses intraduisibles dans une autre langue que le français. Alors, cela dit, je reconnais que dans le freudisme aussi, il y a des éléments qui peuvent nous intéresser. Je voyais récemment un beau texte de Saint-Simon, n'est-ce pas, sur le financier Bullion. Et bon, je ne vous donnerai pas de détails, parce que ça manquerait un peu de décence, mais enfin, sur le lien entre l'excrément et la monnaie, lien sur lequel les Freudiens ont beaucoup insisté, ce texte de Saint-Simon était parfaitement éclairant. Mais là, il faudrait que les psychanalystes nous aident. Pourtant, Michel Serres avertit que tous les découpages, systèmes et hiérarchies sont des choix des pouvoirs de l'arbitraire de l'historien Dieu. Écoutez, j'aime beaucoup Michel Serres, qui est un garçon extrêmement intelligent, mais non, n'est-ce pas, Louis Dumont a écrit un livre qui s'appelle Homo Hierarchicus, où il a montré que le système hiérarchique, justement, tel qu'il s'incarne à la perfection aux Indes, n'est pas du tout un choix de pouvoir, ni l'arbitraire de l'historien Dieu, mais au contraire la colonne vertébrale de la plupart des sociétés anciennes, société de caste aux Indes, société de rang chez nous, et donc je ne dirais pas que c'est objectif, parce que ça repose toujours sur des représentations subjectives des hommes, mais en fait ça n'est sûrement pas un choix de pouvoir, bien loin que le pouvoir fabrique ça, le pouvoir est au contraire ce qui émane de la société hiérarchique aux Indes, n'est-ce pas, le Maharaja ou le grand Moghol n'est pas le créateur de la hiérarchie, il en est au contraire l'expression. Quant à l'historien, bon d'accord, il a son mot à dire, mais enfin ça n'est jamais par rapport à tout ça qu'une sorte de petit professeur qui décerne quelquefois des couronnes, ce qui n'est pas son métier, et qui simplement essaie tant bien que mal de rendre compte de la réalité ou de ce qu'il considère comme tel. Je pensais que Michel Serres disait surtout que l'historien Dieu découpe la matière historique selon son choix. Et là, Marc Bloch disait aussi que ce sont les méchants faits qui font sauter les belles théories. Bien sûr, vous amenez vos idées, vous amenez vos systèmes, vos modèles, vos méthodes. Vous êtes marxiste, vous êtes malthusien, vous êtes weberien, vous êtes ce que vous voulez. Bon. Et puis là, vous avez tout d'un coup l'épaisseur du document, n'est-ce pas, qui vous donne des choix. Alors, ce document vous indique des choix possibles et c'est à vous effectivement, de travailler là-dessus. C'est là que votre subjectivité peut-être joue un rôle. Ce qui est exact, c'est que devant un document très riche, la subjectivité de l'historien est irremplaçable. Je vous dis, récemment, je travaillais sur ces documents de l'intendance, des équivalents donc des super-préfets français actuels. Bon, il y a une richesse humaine extraordinaire, mais finalement, la sensibilité, je ne dirais pas les choix idéologiques, mais la sensibilité de l'individu, de l'historien est fondamentale. Et c'est pourquoi on ne peut pas tellement travailler avec des assistants de recherche, n'est-ce pas? Parce que finalement, ce qui compte, c'est votre réaction personnelle en face d'un document. Ça n'est pas votre réaction personnelle toute seule, c'est pas le document tout seul, c'est vous et lui. C'est un couple, en quelque sorte. Quant aux méchants faits qui font sauter les belles théories, effectivement, je crois que c'est fondamental. Enfin, Kuhn, n'est-ce pas, a élaboré la théorie des paradigme ptolémaïque, paradigme newtonien, paradigme einsteinien, où à chaque fois quelques faits désagréables qui récusent une vaste théorie finissent
par être pris au sérieux. Une fois que les défenseurs de l'ancienne théorie sont morts, c'est très important, une vaste théorie de nouveau se met en place. Bien sûr, en histoire, nous n'avons rien d'aussi rigoureux que ces théories de la science physique. Mais enfin, là aussi, il y a des paradigmes qui se succèdent. Et il est vrai que le succès du marxisme, c'est qu'il permettait de mettre en ordre, de mettre en place tout un certain nombre de faits. Mais là aussi, beaucoup de méchants faits ont fait sauter la belle théorie. Oui, justement, parce qu'Einstein disait aussi que c'est la théorie qui nous fait voir les choses, c'est-à-dire il y a une dialectique entre les faits et les paradigmes, et les historiens sont aussi inclus dans une société, donc ils sont naturellement soumis à des paradigmes. Et là, j'ai une question. Est-ce qu'il est significatif que l'évolution de la recherche historique, qui glisse lentement de l'explication économique vers la lecture culturaliste, coïncide avec la crise du marxisme? Oui, c'est-à-dire que la crise du marxisme, bon, elle est permanente, bien sûr, mais enfin, elle s'est accentuée depuis une dizaine d'années, peut-être, ou une quinzaine d'années, ou même depuis 1953-56, lorsqu'on a vu que les régimes qui se réclamaient du marxisme n'avaient vraiment pas grand-chose à voir avec les idéaux qui nous venaient du marxisme. Cela n'a pas empêché un triomphe de l'histoire économique et d'une espèce d'histoire matérialiste, dont un homme comme Fernand Braudel, avec son immense talent, reste, je crois, le grand représentant. Vous voyez ces 3 récents volumes sur le capitalisme. Et je ne pense pas du tout qu'il faille enterrer l'histoire économique à titre de description de l'évolution ancienne, des grands cycles, à condition de lui intégrer à l'économie la démographie, l'approche sociale. Cela reste exemplaire. En outre, on est là sur des données qui sont susceptibles d'être quantifiées, qui sont susceptibles d'une appréciation très authentique, très, très solide, et qui ne sont pas soumis à l'impressionnisme de la lecture artistique du culturalisme, et qui donc ont d'autant plus d'intérêt, n'est-ce pas? Un prix du blé, vous ne pouvez pas l'inventer. Alors, que la lecture culturaliste coïncide avec la crise du marxisme, c'est bien possible, encore que souvent parmi ceux qui se sont fait les apôtres des modes culturalistes ou structuralistes, il y a des marxistes distingués. Par exemple, en dehors du domaine de l'histoire, quelqu'un comme Godelier. Même en domaine de l'histoire, quelqu'un comme Michel Vauvel, qui se rattache quand même à certains courants marxistes, a fait avant tout de l'histoire des mentalités. Donc, bien des gens, là aussi, même marxistes, ont pris des trains en marche. Cela dit, c'est vrai que la crise du marxisme a obligé les historiens à redécouvrir l'importance de la culture, des idées, de la religion aussi, comme facteur du développement actuel. Mais là aussi, alors nous revenons à ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont même les leçons du présent. On ne peut quand même pas assister à une sorte de renaissance d'un certain catholicisme traditionnaliste, au moins en Pologne, d'un islam fondamentaliste et souvent cruel en Iran, sans se poser des questions sur le passé. En effet, ce ne sont pas 2 lectures incompatibles. Il semblerait néanmoins que l'accent est actuellement moins mis sur l'économique et davantage sur le culturel, le mental ou même les religieux. Oui, prenons l'exemple de l'Iran de Khomeini. Bon, c'est vrai qu'il y a en France un phénomène qu'on n'avait jamais bien expliqué, qui est très différent, je ne compare pas directement, très différent de ce qui se passe en Iran, mais qui tout de même, me semble-t-il, a été un peu remis à sa place par les événements iraniens. C'est la Ligue. La Ligue catholique des années 1580-1590 à Paris, dans les grandes villes françaises, où vous avez un mouvement fondamentaliste catholique très fanatique, qui est en même temps un grand mouvement démocratique de masse. Et c'est quand même bien ce qu'on voit en Iran, non pas à travers le catholicisme, mais à travers l'islam. Alors, les différences sont immenses, mais là aussi, une explication platement économique serait insuffisante. Allons même plus loin. Nous avons cette guerre entre l'Iran et l'Irak qui est extrêmement cruelle, comme vous savez, puisqu'on en voit des enfants se faire tuer, c'est assez abominable. Mais là aussi, c'est une situation que nous avons connue au moment de Valmy, dans des conditions infiniment moins rudes, du reste, où tout d'un coup, un régime qui est attaqué, un régime révolutionnaire, trouve dans la guerre une sorte de ressort et des éléments pour sa propre auto-résurrection.
Alors là, évidemment, l'explication économique cède la place à des espèces de lectures, de mécanismes bellicistes ou autres. Ça rejoint d'ailleurs les théories de la nouvelle histoire qui essaient de gommer l'histoire des reines, des successions et des batailles au profit de la longue durée, des transformations socio-technologiques. Où la situez-vous par rapport à l'histoire classique ? Ça n'existe pas, la nouvelle histoire, c'est une blague. Il y a l'histoire des annales qui existe depuis les années 1920, c'est-à-dire c'est quand même pas tellement nouveau, ça a donc 50-60 ans, et puis qui effectivement est devenue populaire, enfin relativement populaire, dans les années 70. Et qui à ce moment du reste est attaquée parce qu'on l'accuse maintenant d'avoir détruit la pédagogie de l'histoire pour les enfants. Alors elle gomme l'histoire des règnes, des successions, des batailles. Oui, dans une certaine mesure, c'est Marc Bloch qui disait, n'est-ce pas, Pasteur disant ce qui s'est passé dans mon laboratoire sous la présidence de... Ça n'a pas de sens, c'est vrai. Mais un règne, quand même, comme celui de Louis XIV, un empire comme celui de Napoléon, peuvent tout de même aider à définir une époque. Les monarchies, avec leur succession un peu mystique et généalogique, sont tout de même des chaînons importants dans la compréhension de l'histoire d'un peuple ou des peuples. La guerre est tout de même quelque chose de capital. L'État d'Israël, par exemple, s'est défini depuis, je ne sais pas combien, 15 ans peut-être, 20 ans, ou plus, même plus, 30 ans, par des guerres qui lui ont été livrées, ou qu'ils ont parfois même livrées, contre des voisins. La France du XVIIe siècle, d'un très long XVIIe siècle, de 1560 à 1713, c'est avant tout un pays en guerre. Alors là, quand même, la bataille, la guerre fait partie de la structure. Enfin, la pédagogie est autre chose, mais en ce qui concerne l'histoire, je crois qu'il faut distinguer entre l'histoire qu'on enseigne dans les universités, qui effectivement est basée sur la longue durée, et l'histoire qu'on doit enseigner à l'école primaire et au lycée, qui, elle, doit rester chronologique, et j'ajouterais même, dans une certaine mesure, nationale. Alors, si l'histoire des mentalités s'inspire de l'ethnologie, visant à atteindre les niveaux les plus stables de société, à joindre la longue durée au quotidien, le structural au conjectural, comment peut-on saisir ces imperceptibles transformations des mentalités ? Une méthode, mais un peu particulière, a été celle de Wawel, par exemple, qui, à travers les testaments, a plus ou moins saisi les modifications des attitudes religieuses au XVIIIe siècle. De gens, dans le monde chrétien du moins, obsédés par la Vierge, les saints, et qui, au terme d'une espèce de transformation janséniste, s'intéressent alors à Dieu, au Christ, ou même s'abstiennent de mentionner tout cela, et alors si bien qu'on a pu croire à une déchristianisation qui est plutôt une intimisation de la religion. Voilà un exemple. Je crois quand même que il y a deux types d'histoires. Il y a l'histoire des changements, la révolution, et puis l'histoire des plages de stabilité. Et avant de voir le changement, peut-être peut-on se contenter, à travers des masses de documents, de définir pour une certaine époque une certaine mentalité, quitte à ce qu'elle soit en partie remplacée par une autre plus tard. Vous savez, les préhistoriens nous donnent des leçons. Je lisais récemment un livre qui n'a pas fait beaucoup de bruit, qui est pourtant bien intéressant, celui de M. Camps, C-A-M-P-S, sur la préhistoire. Et vous vous rendez compte que la peinture, par exemple, les peintures de grottes qui ont, 15-20 000 ans, eh bien, dans les mêmes régions, pendant
des milliers d'années, dans le Périgord, le Pays basque espagnol, on a gardé le même style. Ce qui semble indiquer que les populations de ces chasseurs, de ces tailleurs de pierre, étaient assez stables. Et ce qui nous donne une longue durée. Alors nous, n'est-ce pas, qui nous acharnons à trouver des changements de mentalité tous les 50 ans. Ben là, pendant des milliers d'années, ça n'a peut-être pas bougé. Alors c'est peut-être une leçon de modestie et de non-hystérie. Si nous avons bien suivi le professeur Emmanuel Raladouri dans son aperçu théorique de la nouvelle histoire, il semble que l'histoire des mentalités implique aussi une nouvelle méthodologie de la pratique historique. Et en ce qui concerne Montaillou, par exemple, votre source essentielle est le registre d'inquisition de l'évêque de Pamiers, Jacques Fournier. Mais ces témoignages étant conçus afin de mieux poursuivre les derniers cathares, ne risque-t-il pas d'être biaisé justement par l'optique d'un représentant de l'Inquisition ? Oui. Effectivement, nous avions la chance, une chance qui ne se représente pas si souvent, d'avoir un miroir des mentalités paysannes, surtout pour une période très ancienne, quelque chose d'extrêmement ramassé. Et croyez bien que c'est pas si fréquent. J'aimerais bien retrouver un autre Montaillou, mais jusqu'à nouvel ordre, non. Ça n'existe pas à ce degré de densité. Dans ce village extrêmement reculé, situé dans l'Ariège, qui fut le dernier à conserver le catharisme et qui fut aussi, la chose est moins connue, le dernier à attraper le choléra en 1832, ce qui prouve bien que c'était le bout du monde. Alors nous avons donc là un registre assez miraculeusement, qu'un évêque remarquable, évidemment, un grand intellectuel, un grand policier aussi, un grand flic, faut dire la vérité, a fait sténographier d'abord par des gens extraordinairement capables, très bons sténographes, a fait traduire d'occitan en latin, etc., a consigné sur du parchemin du reste, et puis quand il est devenu pape, a fait porter ça à Avignon, et finalement, par un miracle, lors du déménagement de la bibliothèque des papes d'Avignon à Rome, ça a dû passer dans de la toile cirée. Voilà les miracles de la conservation des documents historiques. On était donc là, comme vous le dites très bien dans votre question, à la poursuite des derniers cathares. N'est-ce pas, c'est un peu l'histoire d'Astérix, le dernier village gaulois, mais cette fois-ci c'est sérieux. Nous sommes dans l'extinction d'un phénomène historique, extinction où pourtant ce phénomène historique est parfaitement conservé. Jusqu'à sa mort, c'est, comme disait De Certeau, la beauté du mort. Bien. Alors, biaisé, certes, mais là aussi, il est peut-être moins qu'un haut fonctionnaire actuel. Au XVIIe siècle, là, c'est pareil. Nous avons quelqu'un qui n'a peut-être pas de magnétophone, mais qui a des sténographes tout à fait extraordinaires, qui peut-être a un peu torturé, c'est possible, et du point de vue moral, bien sûr, nous le réprouvons, mais qui était surtout intéressé, comme doit l'être un bon policier, un grand policier, par la manifestation de la vérité. Parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, devant un policier comme il y en a eu dans les procès de sorcières qu'on a pu faire dans certains pays de l'Est, il n'y a pas si longtemps, qui cherchaient à faire raconter une histoire aux gens. Là, au contraire, nous sommes devant quelqu'un qui, avec des moyens souvent cruels, cherche à faire raconter leur histoire aux gens. Et qui, effectivement, y parvient, je crois. D'où le puissant intérêt humain et quasiment existentiel du document. L'optique de l'évêque Jacques Fournier est pourtant celle d'un membre de l'Inquisition. Mais supposons qu'il y avait eu un autre historien qui aurait été cathare. N'aurait-il pas récolté d'autres faits ? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'être cathare ? Voilà un mystère.
N'est-ce pas? Le protestantisme, ça existe, le calvinisme, le luthéranisme, ça existe, le catharisme existe-t-il? Oui, on a 2 ou 3 manuscrits, on a certainement des gens qui étaient habités par cette hérésie, mais enfin, finalement peu nombreux, pas aussi influents qu'on l'a dit. Et en fait, dans une société où l'Église représentait non seulement toute l'intellectualité dominante, mais on peut dire toute l'intellectualité, il était parfaitement normal que ce témoignage émane d'un représentant de l'Église. De qui d'autre aurait-il pu émaner? Quant à l'Inquisition, il faut en prendre et en laisser, n'est-ce pas? En réalité, nous avons une image atroce de l'Inquisition, et certainement, à juste titre, surtout l'Inquisition espagnole du début du XVIe siècle, la fin du XVe, qui brûle des Juifs, etc., qui torture, qui est extrêmement cruelle. Mais en fait, il y a une autre inquisition, je crois, qui n'est pas drôle, qui est une sorte de commissariat de police spirituel, qu'on trouve en Italie au XVIe siècle, en Espagne également, au Mexique, au XVIIe et au XVIIIe siècle, et qui, au fond, a des méthodes certainement qui nous paraîtraient à nous désagréables, mais enfin, qui sont avant tout des méthodes policières, de gens souvent plus cultivés que nos inspecteurs de police actuels, qui eux-mêmes ne sont pas nécessairement du reste des nullités, loin de là, et qui usent parfois de torture, mais souvent aussi n'en usent pas, infligent des peines, qui évidemment sont choquantes pour nous, mais qui ne sont pas nécessairement toujours le bûcher, non, n'est-ce pas, l'Inquisition qu'a étudiée Ginsburg en Italie du Nord. Le coupable est condamné à 3 coups de fouet, ou à réciter son chapelet 15 fois, ou à être chassé de son village pendant 2 mois. C'est pas drôle, mais enfin, c'est pas du tout le bûcher, la torture qu'on nous présente toujours. Alors, je ne suis pas du tout en train de blanchir l'Inquisition. Je veux dire par là qu'il y a là une documentation extraordinaire. Et il est même certain que quand on a supprimé l'Inquisition en Espagne vers 1800, au début du 19e siècle en tout cas, il y a des gens qui ont protesté, dire qu'est-ce qui va, si notre curé se met quand même à chasser les femmes dans le village, qui va l'en empêcher, n'est-ce pas? Voilà. Donc la question doit être beaucoup plus nuancée. Nous passons très bien de l'Inquisition. Il est certain que le catholicisme des pays d'Inquisition était quelque chose quand même de fort, très fanatique, qui n'a pas permis la valeur libératoire de l'anticléricalisme, de la Voltaire chez nous, et aussi du catholicisme le plus valable, celui de Pascal, des jansénistes, ou même des jésuites, du reste. Mais enfin, il y a là, je le répète, un grand document. Cela dit, n'allez pas croire que je justifie la torture. Bien au contraire. Il ne faut pas s'y méprendre. Le registre de Jacques Fournier offre un témoignage qui, sans être total, est d'exceptionnelle valeur quant à la culture paysanne. Une première raison, relative à cette haute qualité, tient à la focalisation du document. Les témoignages enregistrés par l'évêque apaméen éclairent d'une lumière crue un village complet. Elles projettent aussi des clartés non négligeables et corroboratives sur le paysage mental des paroisses voisines. Une seconde raison est proprement sociologique. L'hérésie cathare, qui constitue l'un des prétextes des enquêtes de Jacques Fournier, a cessé en ces années 1300-1320 d'être un phénomène urbain ou nobiliaire. Elle s'est repliée vers le monde rural et vers le peuple montagnard des paysans. Elle s'y est taillée un territoire de survie grâce aux cachettes accueillantes et aux granges discrètes. Elle s'est nourrie, tant bien que mal, de l'anticléricalisme rustique. La frontière entre les tenants du catharisme et les croyants catholiques est tellement floue, comment arrive-t-on alors à saisir, par l'analyse de telles éthiques aux croyances, la sociologie de cette mentalité villageoise?
le catharisme, ça m'intéresse, mais ça ne me paraît pas du tout central. D'abord, c'est un sujet qui est complètement pourri. Maintenant, la mode est un peu passée, mais pendant des années, il est paru tous les ans des livres sur le catharisme, aussi mauvais les uns que les autres. Et l'on peut dire que, n'est-ce pas, mon maître Duby disait un jour, le catharisme, c'est un piège à... Bon, etc. Et on pouvait dire que chacun de ces livres, bien loin d'ajouter quelque chose, retranchait quelque chose au trésor des connaissances humaines. Parce qu'à force d'en écrire, le sujet devenait impossible et impensable. À part quelques Allemands, quelques Scandinaves, on a souvent écrit que des sottises, exceptant aussi M. Duvernoy, l'éminent érudit de Toulouse, qui a fait des choses excellentes. Les cathares sont des chrétiens qui cherchent, sont des catholiques même, on peut dire, au XIVe siècle, qui cherchent à avoir une croyance plus axée sur la pauvreté, sur une certaine pureté, sur un certain désintéressement, et ils ne vont pas toujours jusqu'au bout de leur foi. Le catharisme vient peut-être, quoique c'est encore assez douteux, d'un manichéisme non chrétien qui serait né du temps au Moyen-Orient, il y a bien longtemps, mais en fait, c'est une hérésie qui s'est développée dans les Balkans, semble-t-il, en Yougoslavie, en Bulgarie, sur les Bogomiles, à partir du christianisme, de l'orthodoxie, sans doute, et puis qui s'est répandue en Italie du Nord et dans toute l'Europe, enfin en se concentrant en Lombardie et en Languedoc. Alors, par-delà ce catharisme, qui n'était pas mon sujet, dont j'ai pas trop voulu me mêler, j'ai effectivement recherché une mentalité villageoise à base chrétienne et puis non chrétienne, un peu païenne si vous voulez. L'Église a réussi certainement à dominer les mentalités, mais il y a des choses qu'elle n'a jamais disciplinées. Elle a pu dominer les femmes, dominer la sexualité des femmes, dans une certaine mesure, pas chez toutes. Elle n'a pas réussi à dominer la sexualité des hommes, qui est une force absolument incontraignable, n'est-ce pas, incompressible, et c'est pourquoi, contrairement au commandement d'Église, il y a toujours eu des prostituées, et les clercs eux-mêmes ont donné parfois l'exemple du péché. L'Église a éliminé le paganisme alors qu'elle a conservé le judaïsme. Si le judaïsme a survécu, c'est probablement à cause d'une phrase de saint Paul qui disait qu'il fallait des juifs pour être témoins du jugement dernier. Donc on les embêtait, on les persécutait, mais on ne les tuait pas. Mais enfin, à côté du christianisme officiel, il y a toutes sortes de restes païens. Paysanne remettait surtout en cause la levée obligatoire de la dîme ecclésiastique, tandis que l'inquisition urbaine s'emparait des biens hérétiques. Cette lutte acharnée n'était-elle donc pas autant économique que religieuse? Dans l'interminable histoire des hérésies occitanes du XIIIe au XVIIe siècle, le conflit des dîmes est sous-jacent, récurrent. Il court comme un fil rouge à travers les contestations paysannes. Il constitue du catharisme au calvinisme un commun dénominateur, plus évident que ne l'est la continuité dogmatique souvent absente. Elle n'est piquante en fait que sur quelques points passionnants mais isolés. En tout cas, l'oppression d'origine externe, sur les rustres de Montaillou, du pays d'Aillon et du Sabartès, n'est pas tant le fait de la société laïque, ni de la noblesse, légère et ouverte. Cette oppression découle d'abord des ambitions d'une église totalitaire, exterminatrice des différences d'opinion. Elle veut faire peser sur la montagne et sur la communauté une lourde dîme qui tourne au champard. L'aliénation ressentie est à la fois spirituelle et temporelle. Les paysans, effectivement, s'opposaient
aux redevances ecclésiastiques, à la dîme. C'est une attitude assez constante. La dîme, c'est quelque chose qui vient de la Bible, et puis qui semble avoir été reprise sous Charlemagne, où l'Église s'est mise, en fonction de ce verset de la Bible, s'est mise à lever la dîme. Et les paysans y ont toujours plus ou moins résisté, tout en l'acceptant, parce qu'au fond d'eux-mêmes, n'est-ce pas, on s'attend à ce que l'Église apporte quelque chose et on sait qu'il faut payer. Donc les gens acceptent assez volontiers de payer la dîme. Enfin, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas trop demander. Donc je crois que la lutte économique est sous-jacente. Elle représente le fait de paysans qui veulent sauvegarder l'autonomie de leur communauté face à la mainmise des évêques, des ordres mendiants. Mais il y a aussi un désir de perfection, une religion basée sur la pauvreté, et puis tout de même cette crainte que l'Église ne soit pas l'Église qui sauve les âmes. Je crois que ça c'est important. C'est-à-dire que nous avons affaire, dans ces époques anciennes, à des gens pour qui l'au-delà, la période qui s'intercale après la mort, est importante. Ce sont des gens qui, comme ça nous arrive dans nos rêves aussi, voient leur chair disparue, croient à leur survie, croient à la présence de fantômes, de revenants, et pour qui le salut de l'âme est quelque chose d'essentiel. Alors, est-ce que quelqu'un qui est riche, est-ce qu'un prêtre qui est riche, qui est corrompu, qui a des liaisons avec des femmes, qui n'a pas la pureté requise, est-ce qu'il peut vraiment sauver une âme? Les gens se posent la question et ils s'adressent volontiers à des gens plus parfaits, soit des moines franciscains ou dominicains, soit même des hérétiques, dont ils pensent qu'ils sont plus susceptibles de sauver éventuellement leur corps par des dons de guérison et de sauver leur âme. C'est, me semble-t-il, cette question du salut qui est tout à fait importante. Alors justement, de quelle façon le curé Pierre Clergue a-t-il pu jouer le rôle de double médiateur à la jonction de deux systèmes de croyances antagonistes? Pierre Clergue, épaulé par sa domus, est en situation d'honnête courtier, ou plutôt de malhonnête intermédiaire, à l'intersection de deux systèmes. Le système d'autorité politique et spirituelle, à base de pouvoir seigneurial, féodal, ecclésial, comtal. On a vu qu'il caractérise la société englobante avec ses hiérarchies régionales. Système polycentrique, il implique le comte de Foix, l'inquisition de Carcassonne, les agents du roi de France, et finalement, pour le malheur des clergues qui s'arrangeaient fort bien avec ces trois puissances, l'évêque de Pamiers, Jacques Fournier, qui, lui, saura se montrer intraitable aux manigances du curé. Ce système hiérarchique et vertical a ses sanctions, ses forces qui oppriment. Elle risque d'anéantir Montaillou. C'est tout le problème, n'est-ce pas, du collaborateur. C'est quelque chose que nous voyons aujourd'hui en Pologne, que nous avons connu en France sous l'occupation allemande. Lorsque nous avons une oppression qui est exercée, il faut que des gens se mettent dans l'entre-deux, tirent certains profits et rendent des services à la fois aux dominants, les Allemands par exemple chez nous, et aux dominés, les Français ou les Cathares ou les hérétiques, etc. En second lieu, je crois que les gens ne sont jamais simples. Regardez, nous avons aujourd'hui un monsieur comme Garaudy, qui est successivement protestant, catholique, stalinien, musulman. Bon, voilà. Eh bien, je ne veux pas douter de sa sincérité. Au XVIIe siècle, j'ai trouvé, chez le duc de Saint-Simon, des gens qui sont... Le cas le plus extrême, c'est un protestant hollandais de famille catholique, du reste, qui devient premier ministre catholique du roi d'Espagne, et ensuite musulman au Maroc. Bon, c'est une sorte de Garaudy aussi, si vous voulez. Alors, là, ce sont des gens qui ont successivement des croyances différentes. Après tout, moi aussi, j'ai eu des croyances différentes dans ma vie. Et je ne m'en porte pas plus mal, peut-être. Mais là, c'est un peu plus compliqué. C'est des gens qui ont des croyances différentes au même moment. Avec l'idée qu'on ne sait jamais, qu'il ne faut peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je me souviens, au XVIe siècle, à Montpellier, d'un maran, un juif d'origine, un pharmacien, qui faisait circoncire
façon secrète ses garçons, ses bébés mâles. Eh bien, il envoyait quand même son fils aux assemblées protestantes. Bon, c'était la mode. Et enfin, comme l'un de ses fils était un vaurien, il faisait dire des messes à la Vierge pour ce fils. Bon, voilà quelqu'un qui est à la fois juif, protestant, catholique, et qui s'en portait pas plus mal du reste. Alors je crois qu'il faut abandonner, n'est-ce pas, cette idée que nous devons toujours être cohérents avec nos propres croyances et admettre que les gens, c'est comme au tiercé, peut-être, je ne sais pas, ne jouent pas tous sur le même tableau et acceptent d'avoir quelquefois deux systèmes de croyances. C'est comme Paul Veyne disait que la vérité est multiple. Au regard des indigènes, les catharismes montagnards seraient-ils les vrais christianismes parce qu'ils s'inscrivent dans une quête éthico-sociale plus juste que les catholicismes urbains du bas pays? Alors, d'abord, catharisme montagnard, il l'est devenu. C'est comme le choléra dont je vous parlais tout à l'heure, qui est arrivé dans les plaines et puis qui est remonté dans les montagnes. En réalité, en Lombardie, en Languedoc, le catharisme a d'abord été le fait des élites nobles et bourgeoises de la plaine et des villes, et puis s'est réfugié ensuite dans les villages des montagnes. Même chose pour le protestantisme, plus tard, qui est une invention des classes cultivées, des artisans, des bourgeois, des nobles, et puis qui, dans les Cévennes, sous les coups de la répression, finit par trouver un refuge montagnard. Quant à la quête éthico-sociale plus juste, je pense qu'il y a un idéal de pureté qui est toujours présente. Pureté qui se définit par des critères que nous oublions un peu, mais qui, je crois, avaient leur importance. D'abord, éviter le contact avec les femmes. Dans notre culture, faudrait-il dire indo-européenne, il y a une très forte tradition de refus de la femme. Peut-être parce que la femme est impure, parce qu'il sort de son corps des tas de choses, non seulement ce qui sort de tous les corps, mais en plus le sang, etc. Enfin, l'enfant, elle est dangereuse. Et il y a chez le brahman indien une volonté de se purifier du contact avec la femme, et ceci se retrouve très nettement dans l'éthique chrétienne et dans ses variétés les plus extrêmes d'ascétisme. Refus du contact avec la femme, à plus forte raison, le contact sexuel avec l'homme, enfin ce sera encore autre chose, l'homosexualité. Et puis, refus du contact avec la viande aussi. Je crois que la femme et la viande, n'est-ce pas, vont ensemble, pour des raisons mystérieuses. René Girard a écrit des choses intéressantes sur la violence, le sang, n'est-ce pas, le sang menstruel, puis le sang répandu par la violence. Il est certain que dans toute une partie de nos cultures indo-européennes, celle de l'Inde, mais aussi celle de l'Europe, il y a un refus de la violence du sang et donc de la viande, de tuer l'animal pour le manger. Et c'est pourquoi le jeûne est une valeur qui est fondamentale dans les castes supérieures aux Indes et qui est importante chez les gens les plus ascétiques dans la tradition chrétienne. Et je crois que l'idéal de ces gens très purs de femmes, purs de viande, est quelque chose qui était fort chez ces cathères, mais ça se comprend bien puisque c'est très fort, même aujourd'hui encore, chez des moines, je sais pas, auxquels, tout d'un coup, qui tirent un certain prestige du fait que ils s'abstiennent de viande, ils s'abstiennent de femmes. Alors, dans notre société hyper sexualisée, il n'y a qu'à regarder les affiches sur les murs, tout cela paraît peut-être un peu ridicule. Mais est-ce que les cathares étaient plus ascètes que les autres? Je vous répète qu'il y a toujours une tradition ascétique dans le christianisme, qui est ancienne, qui remonte au monachisme, aux moines du désert égyptien. Et alors là, les origines, est-ce que c'est l'Égypte ancienne? C'est possible, on prétend que la tentation de Saint-Antoine, c'est déjà dans certains mythes pharaoniques, alors vous voyez que nous remontons très loin. Ensuite, le monachisme occidental, avec Saint Benoît, avec sa double tradition, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler la tradition Rancé et la tradition Mabillon. La tradition Rancé, vraiment s'abstenir, se retirer de tout. La tradition Mabillon, se retirer mais garder un œil sur l'érudition, sur la science. Et on peut dire qu'en toute époque, il y a eu ça dans le monde chrétien.
Il y a ça aussi dans le monde tibétain, par exemple, dans le monde bouddhiste. Donc, il n'y a pas que le christianisme qui a ça. Et aujourd'hui, cela garde un grand prestige, puisque vous savez qu'il y a une crise de vocation actuellement dans le clergé séculier, chez les prêtres, mais que les moines, par exemple, n'ont aucune peine à recruter. Donc, c'est bien la preuve que cet idéal reste vivant. Alors, les cathars, c'est simplement un petit chaînon, un petit maillon dans cette longue histoire du christianisme. En quoi l'éthique cathare se différencie-t-elle des réformes protestantes et catholiques, respectivement puritaines et jansénistes, et toutes les deux intolérantes de la sexualité en survalorisant le travail? L'éthique cathare, c'est quand même pas grand-chose. Hein. C'est une sorte de surgeon des théories de la pauvreté des franciscains. Bon, c'est intéressant, mais ça nous permet de voir des phénomènes sociaux qui se sont passés à cette époque-là, mais guère au-delà. L'éthique puritaine et janséniste, ça va quand même beaucoup plus loin. Il y a d'abord toute une théorie de la grâce, c'est-à-dire, c'est Max Weber qui l'a montré, et quand je dis puritaine et janséniste, puritain, c'est le côté protestant, janséniste, tout ça vient de Saint-Augustin, au fond. Saint-Augustin, l'homme qui montre qui déclare que nous sommes soumis à la grâce et que où nous avons la grâce, ou nous ne l'avons pas, nous n'y pouvons pas grand-chose, dans sa lutte contre Pélage, qui lui pense qu'au fond, tout le monde peut s'en sortir par des bonnes œuvres. En un certain sens, on peut dire que l'Église actuelle est pélagienne, même si la plupart des prêtres actuels ignorent jusqu'au nom de Pélage. Alors, cette éthique extrêmement exigeante de Saint-Augustin, qui peut nous paraître un peu barbare, un peu oppressive, mais qui en fait obtient de l'individu des efforts tout à fait extraordinaires. Et c'est avec ça qu'on a bâti à un certain moment les sociétés modernes. C'est-à-dire que, comme l'a montré Max Weber, la grâce, vous ne l'obtenez pas en faisant des bonnes œuvres, mais vous pouvez, par votre conduite, vous démontrer à vous-même que vous avez la grâce. Avoir par la sainteté de votre vie la démonstration intérieure qu'effectivement vous étiez sauvé dès la naissance. Et c'est une quête extrêmement angoissante et qui aboutit chez l'individu à des prodiges de perfectionnisme individuel et à des performances sociales. Alors, lorsque c'est tourné vers la vie monacale, bien évidemment, ces performances restent limitées à une communauté. Mais lorsque, comme dans le cas de l'éthique protestante et même janséniste, ça se tourne vers la réussite dans les affaires, vers l'ascétisme, vers le fait d'investir, d'accumuler sans dépenser, dans ce cas-là, cela nous donne en effet, cela aide à comprendre ces performances extrêmement puissantes des pays protestants, des calvinistes français, mais aussi de la Hollande, de certains éléments de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Allemagne, et aussi des catholiques jansénistes en France et ailleurs à cette époque. Cela dit, n'exagérons pas, il y a eu aussi une austérité des jésuites qui étaient les ennemis des jansénistes, et notre culture catholique latine est autant le produit du jésuitisme que du jansénisme. Social, comment s'articulent deux systèmes complémentaires de pouvoir, verticalement l'autorité royale et ecclésiale de la société englobante et horizontalement les réseaux de parenté, amitié, clientèle de la société locale? Entre le système d'amitié parenté-clientèle qui règne au village de Montaillou et le système lui aussi clientéliste à base d'autorité politique et d'oppression ecclésiale qui émane de la société englobante, les rapports sont tendus à l'extrême. Tant est grande la divergence des valeurs cathares paysannes contre valeurs catholiques urbaines, tant s'impose en même temps
du simple point de vue géographique, la proximité des antagonismes, Carcassonne et Pamiers contre Montaillou et le Sabartès. Cette proximité rend d'autant plus immédiat les dangers de conflagration. Montaillou, qui n'est pas tant s'en faut un bloc sans fissure, doit donc s'entourer de toutes ses ressources de secrets et de fiction déployées sous l'égide du clan confabulateur et tricheur des clergues afin de parer les coups venus du dehors. Finalement, le système, ou plutôt la jonction des deux systèmes, s'écroule. Oui, je crois que ici vous touchez à un point de sociologie. Les problèmes de parenté, amitié, clientèle maintenant intéressent assez la sociologie, les sciences sociales. On a redécouvert la mafia, par exemple, italienne ou nord-américaine, enfin d'origine italienne. Il est certain que des penseurs d'autrefois s'étaient intéressés à la question. Les marxistes sont plutôt déconcernés par les questions des classes sociales. Mais un sociologue comme Ibn Khaldoun, qui vivait vers, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, vers 1400 après Jésus-Christ au Maroc, pour lui, la véritable structure essentielle de la société, c'était les clans, c'était la parenté, c'était l'amitié, c'était la clientèle, c'était le patronage par des puissants. Alors, il s'agit donc de réalités anciennes et toujours vivantes. Par ailleurs, il y a des structures verticales de pouvoir, effectivement. Pouvoir royal, mais enfin, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Qu'est-ce que c'était qu'un roi de France à cette époque? C'est quelqu'un qui avait son sénéchal, qui avait quelques hommes armés, qui jouait aussi un peu de l'Inquisition française de Carcassonne, et puis qui s'appuyait sur les pouvoirs locaux. Et je crois que tout pouvoir ne fonctionnait autrefois que parce qu'un pouvoir royal qui était tout petit, au fond, très peu de fonctionnaires, très peu d'exécutants, qui, comment dirais-je, s'enflaient d'autant plus dans une image de majesté, pour mieux se faire respecter, Louis XIV, si vous voulez, essayaient de s'appuyer sur les pouvoirs réels de la base, sur la société des corps, sur la société déjà groupée dans des organismes corporatifs, familles, communautés de village, etc. La lutte des classes à Montaillou, microcosme aux croix jaunes, ne semblerait-elle pas occultée par l'apprêté des luttes des clans? Alors, je crois que vous avez prononcé le mot de microcosme, et ce qui justifiait cette longue étude sur un petit village, c'est en effet le côté microscopique. C'est-à-dire que vous pouvez voir des gouttes d'eau, vous pouvez voir des flaques d'eau, mais vous n'en savez pas beaucoup plus. Puis un beau jour, vous prenez un microscope, vous regardez une goutte d'eau, et vous voyez des infusoires qui nagent. Ou bien, si vous voulez, Spallanzani regarde du sperme et voit des spermatozoïdes. Bon. Alors là, c'est vraiment un nouveau paradigme, c'est vraiment un changement complet de vision. Et Montaillou, c'est cela, c'est-à-dire au lieu d'une vision agrégative, macroscopique, de tout en haut, c'est une vision microscopique qui nous révèle, me semble-t-il, des choses que la vision habituelle ne nous donne pas. Et en effet, la lutte des classes ne paraît pas très importante. D'abord, pour qu'il y ait lutte des classes, il faut, disons, je sais que je simplifie beaucoup, qu'il y a des riches et des pauvres. Or, c'est un monde où il n'y a que des pauvres, tout bien réfléchi. Les gens qui passent pour riches, bon, il ne faut tout de même pas exagérer, ils seraient considérés aujourd'hui comme des clochards par rapport à des gens assez pauvres maintenant. Donc, la lutte des classes n'a pas tellement lieu d'être, mais ce qui sépare les gens, c'est la fidélité à certains groupes, à certaines familles et à certaines idées, les coalitions d'intérêts qui se forment et qui se raccrochent à des luttes de partis plus vastes. La lutte pour le pouvoir, ou pour les clés du pouvoir à Montaillou, ne passe certes pas par les valeurs bourgeoises de l'épargne, de l'assise au travail, ni par une économie de gagne petit qu'obséderait l'entassement des piécettes. Elle suppose plutôt l'aptitude à l'agression, à la trahison, au renversement des alliances. Le pouvoir à Montaillou apporte à celui qui s'en empare des gratifications délicieuses, mais précaires et sujettes à révision.
Mieux vaut sans doute dominer au village que servir en sous-fifre dans une ville ou dans une bourgade importante. Mieux vaut être le premier dans Montaillou que le second à Pamiers ou le troisième à Tarascon-sur-Ariège. Alors, la domus, principe d'unification des biens et des hommes, domine un vaste réseau de relations, un amont avec son lignage et un aval avec son village, d'autant plus qu'elle est sujette à des considérables transformations à chaque nouvelle génération. Comment cette solidarité autochtone peut-elle faire face au matraquage de l'Inquisition ? Alors je crois qu'il faut s'attarder à cette notion de maison, domus ou oustal en occitan. Et je dois dire que depuis que j'ai écrit cet ouvrage sur Montaillou, cette notion a une grande fortune. En Aveyron, il n'y a pas si longtemps encore, la cuisine, c'était la maison dans la maison. Le plafond de la cuisine, c'était le ciel d'Oustal, le ciel de la maison. Vous voyez, il y avait là un centre de rassemblement autour du feu de cuisine. Il s'agit là d'une notion très ancienne, puisque Benveniste, dans ses études sur les linguistiques indo-européennes, a étudié l'étymologie du mot maison, domus ou oikos en grec, et du reste, il voit plus le mot famille derrière ça que la maison, la bâtisse. Les Basques, qui ne sont pas des Indo-Européens, ont également un culte de la maison. Les Scandinaves, comme l'a montré un Russe Gourevitch dans un ouvrage paru chez Gallimard, ont une institution un peu différente qui est l'Udal, l'homme dans ses liens avec un certain espace qui l'entoure, espace agricole essentiellement. La maison, c'est aussi, ce sont des murs, c'est des champs, c'est une individualité familiale, mais c'est une famille avec son cycle. C'est-à-dire, c'est tantôt un couple de parents avec des enfants, puis ces parents vieillissent, deviennent des grands-parents, il y a 3 générations, parfois 2 couples, le couple des parents et un enfant marié qui vit sous son toit, et la famille tantôt s'enfle de nouveaux enfants, tantôt se désenfle, puisque des enfants s'en vont et les grands-parents meurent, etc. C'est quelque chose de vivant, de plastique et de très solide. Et au fond, pour détruire une société, il faut détruire les familles. C'est ce qu'avait compris Hitler quand il a fait son génocide. Mais enfin, bien sûr, la solution a quelque chose d'effroyable. Et c'est effectivement une structure assez résistante ou très résistante. Parce qu'à moins de tuer les gens, à moins de les disperser, ça résiste. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a des techniques qui permettent de casser un peu comme les accélérateurs, les particules permettent de casser certaines particules élémentaires, qui permettent de casser la famille sous forme d'une éducation, des mass médias, de police, qui permet d'empêcher l'héritage de formes culturelles d'une génération à la suivante. À cette époque, ces moyens étaient impuissants et la famille résistait mieux. Cela dit, n'exagérons rien, le catharisme est mort quand même, et il serait mort de toute manière, avec ou sans Jacques Fournier, puisqu'il n'avait pas vraiment les moyens de résister, puisqu'il était basé sur l'idée que il ne faut pas mentir. Alors, si vous dites qu'il ne faut pas mentir à la police, la première fois que vous êtes arrêté, vous révélez le nom de tous vos amis et on les arrête. Aucune hérésie ou organisation ne peut résister dans ces conditions. Il faut des gens plus durs, plus cachetiers, plus secrets pour pouvoir résister. Enfin, c'est désolant, mais c'est comme ça. Mais pour revenir à la famille, vous avez dit que c'est très difficile de casser la famille, mais est-ce que les phénomènes d'urbanisation accélérée que nous sommes en train de vivre n'est pas en train de casser déjà la famille élargie et même la famille nucléaire d'une certaine façon? En réalité, la famille élargie se porte assez bien dans nos villes actuelles. C'est-à-dire que les parents reçoivent leurs enfants, les continuent à vivre avec eux même quand ils sont grands, puisque les parents étant devenus assez tolérants n'embêtent plus tellement leurs enfants, donc les enfants se trouvent bien chez eux, même quand ils ont 20, 25 ans ou plus. Et puis, ces enfants ont peut-être une liaison à côté. Enfin, en fait, la famille élargie, à mon avis, est assez forte en ce moment. Peut-être plus que la famille proprement nucléaire. Alors, qu'est-ce que ça va donner à la génération suivante ? Je n'en sais rien. Mais constatons que la famille élargie résiste bien. La famille nucléaire, évidemment, il y a des problèmes puisque les facilités maintenant de la vie sexuelle, la pilule, etc., font qu'on redoute moins l'arrivée d'un enfant, déshonneur pour la famille, et que par conséquent, une certaine liberté des mœurs s'est instaurée, qui est peut-être
défavorable, enfin je ne veux pas me prononcer, à des unions plus stables qui constitueraient justement la famille. Or, lorsque vous évoquez la famille élargie actuelle, vous faites allusion à la cohabitation de 2 générations, alors qu'autrefois, elle incluait naturellement aussi les grands-parents. Ben écoutez, malheureusement, non, parce que les grands-parents, ils crevaient autrefois. Ils mouraient à 50 ans. Alors, ils n'étaient pas tellement là, en fait. Non, je crois qu'il y a beaucoup plus de grands-parents aujourd'hui, en fait. Parce que tout simplement, on vit plus vieux. Ils ne cohabitent pas avec Bon, ils cohabitent pas, mais enfin, on les voit quand même. Alors, autrefois, il y avait effectivement il y avait des grands-parents qui cohabitaient, mais il n'y en avait pas tellement, d'abord, parce qu'ils mouraient jeunes. Et aujourd'hui, il y a énormément de grands-parents, effectivement, avec le problème que vous dites, qu'on ne cohabite pas, quelquefois on les laisse tomber, etc. Je crois quand même que, si vous voulez, si je prends précisément la fonction d'une génération comme la mienne, des gens qui ont une 50aine d'années, c'est tout de même de servir de médiateur, puisque tout le monde vit très vieux maintenant, entre nos parents, quand ils survivent, qui ont 70, 80 ans, et nos enfants, et de transmettre quelque chose. C'est en cela que la famille élargie subsiste. Oui, aussi, le sociologue américain Richard Sennett a écrit un livre très important sur la famille élargie qui laisse un plus grand champ de liberté aux individus que la famille nucléaire qu'il considère comme une entrave à l'épanouissement personnel. Oui, alors ça dépend des époques, parce que malgré tout, la famille élargie d'autrefois, dans sa réalité quotidienne, était tout de même, pouvait être, me semble-t-il, assez oppressive. Le docteur Colomb vient de faire un livre au PUF sur un village de Haute-Provence à ce propos, et vous aviez ces maisons où, avec 2 appartements, au XVIIIe siècle, l'appartement des parents, l'appartement du couple marié d'un des enfants, et où finalement l'enfant n'était... Enfin, le fils, ou la fille, mais enfin en général le fils, n'était jamais adulte et continuait à être aux ordres de ses parents jusqu'à la mort des parents en question. Bon, après tout, les gens, c'était leur façon d'être heureux, de survivre, de se donner une identité, une existence, des raisons de vivre. Il n'y a aucune raison de jeter la pierre à ça en fonction de valeurs libérales d'aujourd'hui. Mais enfin, n'appelons pas ça libérateur au sens actuel. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, par la famille élargie, nous vivons une sorte d'idylle entre des enfants émancipés et des parents libéraux. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon pour la société de survivre ou de subsister ? Je n'en sais rien. Mais il est exact que ça crée tout de même des rapports assez agréables entre parents et enfants, des rapports qui ont toujours existé, mais enfin qui en ce moment sont souvent assez bien établis. Alors, si on veut revenir à votre étude de Montaillou, comment opère la propagation de la culture populaire qui semble se nourrir simultanément de la foi romaine et albigeoise, ainsi que du folklore et de la magie ? Alors, je crois que c'est une culture qui est bien intégrée, mais qui a plusieurs couches superposées. Il y a quand même une couche païenne, me semble-t-il. Bien sûr, le catholicisme, le christianisme a supprimé le paganisme, l'Église ne pouvait pas le supporter. Mais le prix à payer, c'est évidemment l'invasion de valeurs païennes et de croyances plus ou moins païennes, assez bien intégrées du reste par le christianisme qui, par le culte des saints notamment, a réussi à s'intégrer un certain nombre de petits dieux païens. Puis, il y a les valeurs chrétiennes. Je voyais récemment un ami à moi qui est un Anglais, qui est d'Afrique du Sud. Alors, il fait de l'ethnographie, il est allé en Afrique du Sud, son frère est industriel, interviewé des ouvriers noirs, et il leur a demandé comment est né le monde ou la terre, pensant qu'ils allaient lui dire les secrets de leur tribu. Il leur dit, oui, il y a eu Adam et Ève. Bon, autrement dit, c'est exactement comme dans notre Moyen-Âge où la culture biblique, culture juive au fond, a entièrement pénétré. En un certain sens, du reste, cette culture, même populaire, est une synthèse assez réussie entre les vieux systèmes des 3 fonctions indo-européennes, les 3 États, clergé, noblesse, tiers État, et puis
l'idéal biblique d'une religion dominante, l'Église, précisément, meublant le premier état, le premier ordre. Quant au folklore et à la magie, vieux reste, technique indépendante, quelqu'un comme Ginsburg, Carlo Ginzburg, dans divers ouvrages, a montré, semble-t-il, la survivance de véritables éléments, non pas de païens, mais de paganisme. Assez tard, jusqu'au XVIe siècle, ce sont dans des milieux paysans. Ce sont ces fameux Benandanti qu'on trouve dans diverses montagnes européennes, dans les Alpes du Nord, dont les âmes sortent par des phénomènes de chamanisme du corps et s'en vont explorer le pays des morts. Là, il semble qu'on ait la survivance d'une espèce de religion préhistorique. Enfin, les techniques de magie, de médecine, qui évidemment sortent tout à fait du domaine religieux. Il faut bien se soigner, il n'y a pas de médecin. Alors, ce sont des docteurs empiriques et qui utilisent tantôt la médecine des herbes, celle des femmes, tantôt la médecine du couteau, celle du chirurgien, tantôt la médecine des prières, celle du prêtre. Alors, sur un plan politique, pourquoi, malgré sa communauté culturelle, linguistique et traditionnelle, l'Occitanie n'avait-elle pas constitué un espace politique face au royaume de France? On peut retourner votre question. Pourquoi en aurait-elle constitué un? En réalité, c'est peut-être le problème de l'Ukraine, c'est le problème de... Mais l'Ukraine, on l'a vraiment empêché d'exister. Je pense que il y a peut-être un vague sentiment d'Occitanie maintenant. Il y a une Catalogne qui apparaît à partir du XIIe siècle, bien caractérisée. Il n'y a pas d'Occitanie, il y a divers espaces des Languedoc, Provence, Comté de Toulouse, Principauté pyrénéenne, Limousin, qui n'ont jamais eu tellement d'aspiration à la fédération. Et puis, en face de ça, il y a une superpuissance qui est cette masse du royaume de France, cette masse capétienne du Nord, gothique, chevaleresque, etc. Et qui va s'expandre jusqu'aux rives de la Méditerranée sans grande résistance parce qu'elle apporte souvent un sentiment de justice, éventuellement même de prospérité. Elle laisse aux gens leurs coutumes, leur langue même, un peu comme les Anglais aux Indes, si vous voulez. Pour toutes ces raisons, la France, c'est une mayonnaise qui a pris. Je ne sais pas si elle prendra toujours, mais enfin, à ce moment-là, oui. D'où l'importance du donné culturel et plus précisément linguistique pour la définition plus large encore d'un espace d'inclusion dans lequel Montaillou en particulier et la Haute-Ariège en général ne seraient plus que villages et contrées parmi bien d'autres. Dans les dépositions de nos témoins, l'occitan est comme une houle venue des profondeurs que recouvre superficiellement, sans la masquer, l'écume du latin des scribes. La paroisse aux croix jaunes et le peuple du Sabartès s'insèrent dans le cadre plus vaste d'une brûlante occitanité, plus vivante en soi que consciente de soi. Est-ce qu'on pourrait établir une analogie entre les sectes hérétiques qui récusaient la société de l'ordre trifonctionnel, garant de l'idéologie hiérarchique, et les contestataires actuels qui rejettent la société de l'ordre technocratique, lui-même garant des idéologies matérialistes? Alors, je crois que l'ordre trifonctionnel, venu, semble-t-il, si l'on en croit Dumézil, mais pourquoi ne pas le croire, en effet, de nos origines indo-européennes, s'est propagé à travers l'Empire de Charlemagne, et puis informe toute notre société, au moins l'idéologie en tout cas, en France et ailleurs, jusqu'à la Révolution française, avec les 3 États, clergé, noblesse, tiers-État. Et puis, là-dessus, il faut concilier avec ça l'ordre biblique, qui est complètement différent, qui est sémitique, avec
un Dieu jaloux, et non pas 3 ordres de Dieu, un peuple de prêtres, et une sorte d'égalitarisme toujours possible. Et alors, le miracle de ce changement, je crois que c'est essentiellement tout doit tourner, j'imagine, autour de Calvin, qui vraiment introduit à Genève, et puis en Angleterre, ou en Amérique du Nord, des petites sociétés qui n'ont plus rien de hiérarchique, en tout cas au sens trifonctionnel, et qui, comme Tocqueville le montrera, aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord, se multiplient, n'est-ce pas, comme le poisson-chat dans les rivières, et propose un ordre nouveau, tout à fait détaché de la vieille trifonctionnalité. Alors, moi je veux bien les contestataires actuels, mais je ne les vois pas fonder les États-Unis pour le moment, ça viendra peut-être. N'est-ce pas, je vois Calvin, je vois les puritains des colonies anglaises de l'Amérique du Nord. Bon, et puis je vois les fermes des hippies dans l'Ardèche. Possible, oui, qu'une nouvelle société en sorte. Mais pour le moment, ça ne me paraît pas évident. Mais peut-être suis-je myope sur l'avenir. C'était Recherche et pensée contemporaine. La nouvelle histoire des mentalités, en direct de Montaillou, village occitan du XIVe siècle. Une émission de Guita Pessis-Pasternak avec le professeur Emmanuel Leroy-Ladurie, historien au Collège de France. Texte dit par Frédéric Cantrel. Prise de son Gilbert Arnold. Mixage Jean-Paul Herbert. Réalisation Jacqueline Archambault. Bibliographie d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Montaillou, village occitan, de 1294 à 1324, édition Gallimard. Le territoire de l'historien, édition Gallimard. L'argent, l'amour et la mort en Pays d'Oc, édition du Seuil. Paris-Montpellier, PC-PSU, 1946-1963, édition Gallimard. La sorcière de Jasmin, édition du Seuil. Parmi les historiens, édition Gallimard.